je suis salariée dans une entreprise depuis 2007. Et voilà. Et je viens vous voir concernant... j'ai payé mon salaire. D'accord. Oui, et puis là, il a dit qu'il a fait le virement, il nous a envoyé une SMS, en quoi il va faire le virement le 10. Et là, Vous avez toujours rien reçu? Rien reçu, je l'ai appelé, là, il dit qu'il est au cimetière ou je sais pas quoi. Le travail, c'était dans quelle ville? Pardon? C'est dans quelle ville que vous faites votre travail, madame? Dans le 11e, Paris. Ok. Là, je viens de l'avoir au téléphone, je lui dis, moi, je peux pas continuer comme ça, à chaque fois les salaires comme ça, en retard. Je me lève tôt le matin, je m'occupe d'une personne de 98 ans, très fragile, la pauvre, la personne. Je fais sa toilette, je nettoie tout, je lui fais des courses. Je peux pas la laisser comme ça, moi. Ouais. Donc, ici, vous êtes au conseil de prud'homme, c'est le tribunal qui juge les affaires entre les employeurs et les salariés. Oui. Donc, c'est le tribunal qui est compétent pour notamment des demandes de salaire, comme vous souhaitez faire. Oui. Sur la procédure, pour commencer un procès pour réclamer vos salaires, Oui. il faut que vous remplissiez ce formulaire Oui. et que vous nous le rameniez ici en 2 exemplaires. D'accord, très bien. Rempli, signé et avec toutes les preuves, justement, que vous voulez donner au juge pour que le juge comprenne bien l'affaire. Votre situation. Exactement. Ah, d'accord. Bon, alors je crois qu'on n'a jamais siégé encore ensemble, donc je vais me présenter. Je vais présider l'audience d'aujourd'hui. Donc Catherine Vinellari. Je suis retraitée de la Caisse d'épargne Île-de-France et je suis élue sur une liste, enfin présentée par la CGT. Voilà. Donc vous savez tout de moi. Donc moi c'est Shalal Chaban, je suis salarié chez Orange dans le domaine informatique et je siège en tant que non-cadre et je suis également CFDT, conseiller prud'homal, voilà. Moi, je suis Merfour, conseiller employeur. Je suis à la tête d'un groupe financier, ancien banquier. Et donc, ça fait une dizaine d'années que je suis au Prud'homme de Paris. Oui, j'ai oublié de dire, depuis 82, je suis élue, Oui. pardon. Je fais partie des meubles, oui. Ça fait plus de 30 ans, quoi. Marc Machado, conseiller employeur, et je suis dans la vente spécialisée dans les produits nettoyage industriel, en fait. D'accord. Voilà. En avant pour d'autres aventures. Bonjour, l'audience est ouverte, vous pouvez vous asseoir. Très bien, donc on va commencer par l'affaire numéro 1. Vous êtes salarié de la société? Oui, très bien. tout à fait. Quand le conseil interroge quelqu'un, y compris dans la salle, il est de coutume, par respect pour la juridiction et par respect pour la République qui nous regarde, de se lever. Donc je vous le dis, là je m'adresse à vous, vous vous levez, c'est mieux. Merci. On n'est pas comme dans les feuilletons américains, si vous voulez. Il y a un peu plus de préséance et de respect des uns et des autres. Et ça, c'est important, le respect. Donc on vous écoute. Je vous remercie, Madame le Président. Messieurs les conseillers, vous le verrez dans ce dossier, depuis 2015, la salariée subit un harcèlement moral assez important qui l'ont conduit aujourd'hui à être totalement arrêtée. Depuis le mois d'avril 2018 jusqu'à ce jour, la salariée est toujours arrêtée. C'est un élément important. Il va y avoir un élément déclencheur très important, c'est que le 13 avril 2017, un courriel est adressé de manière anonyme à plusieurs services de la société. Et que contient ce courriel? Il contient une photo de la salariée, annotée de propos et de dessins injurieux et pour le moins pornographiques. Finalement, l'employeur va diligenter une enquête, une fois, bien évidemment, le conseil des prud'hommes saisi, 7 mois plus tard, pour effectivement dénoncer les faits. 7 mois plus tard. Et vous allez le voir dans le dossier, la salariée va retrouver son bureau constamment sans dessus-dessous. Vous le verrez, hein, les photos. Voilà les photos. Voilà comment elle retrouve son bureau le matin quand elle vient travailler. La salariée travaille avec son harceleur, constamment. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va dire à la salariée, bon bah écoutez, ce qu'on va faire, c'est que vous travaillez ensemble dans le même bureau. Donc du coup, on va vous changer de bureau.
Comme ça, effectivement, il y aura peut-être moins de soucis. Soyons un petit peu sérieux. Donc pour moi, il y a des conditions de travail qui sont extrêmement dégradées pour la salariée. Elle est, à l'heure actuelle, suivie par un psychiatre, elle prend des médicaments, etc. Donc je vous demanderai effectivement de rentrer en voie de condamnation sur le harcèlement. Je sollicite l'exécution provisoire, puisque je pense que c'est très important. La salariée est toujours en poste. Je pense que cette affaire a assez duré. Je vous demanderai également de rentrer en voie de condamnation au titre de l'article 700, et en tout état de cause, de débouter la partie défenderesse qui formule une demande reconventionnelle d'article 700, et je trouve, pour le moins, plutôt déplacée. Merci, maître. On vous écoute en défense. Alors, elle n'est pas responsable du service client. Le titre exact, c'est responsable service client. Je le précise dans la personne. Responsable service Client, et pas responsable du service clientèle. Bien noté. Voilà. Donc il faut, surtout quand on préside, on n'a pas trop le choix, on a la police de l'audience, donc il faut organiser l'audience, et en même temps, il ne faut pas laisser transparaître nos émotions, donc c'est compliqué. Des fois, un psy derrière nous ferait du bien pour pouvoir se décharger de tout ce qu'on reçoit, quoi. Et peut-être ça ne se sent pas parce qu'on essaie de rester... de prendre de la distance, mais c'est vrai que franchement, il y a des soirs où on rentre chez soi, on pleure, quoi. Bon, voilà, c'est pas si simple, hein. Je pense que pour tous les gens qui sont obligés de juger les autres, ça doit être comme ça, quoi. C'est compliqué, peut-être encore plus dur en droit pénal, peut-être, hein. Je sais pas, quand on envoie quelqu'un en prison pour 20 ans, ça doit pas être simple quand même de digérer tout ça. Mais alors nous, on les envoie pas en prison, sauf que quand on déboute un salarié, alors que peut-être il avait raison, et qu'il n'avait pas dans son dossier tous les éléments pour qu'on lui donne raison, on renvoie quelqu'un à sa misère à la fois pécuniaire, mais à la fois morale, quoi, avec tout ce que ça entraîne derrière. Et des fois, on ne dort pas bien, ouais. Son dernier poste était chef de groupe marketing. Oui, c'est ça. Il s'agit d'un licenciement pour insuffisance professionnelle. La lettre de licenciement est d'ailleurs longuement motivée. Le premier élément que je vous demanderai de retenir pour constater l'absence de cause réelle et sérieuse de ce licenciement, c'est de constater d'abord, d'une part, que le passé professionnel de la salariée dit exactement le contraire de ce qui est énoncé dans cette lettre de licenciement. Vous pourrez, à ce titre, déjà relever le fait qu'elle ait régulièrement perçu des primes assises sur la qualité de son travail, et ce, depuis l'origine. Vous pourrez également regarder les entretiens annuels d'évaluation. On est systématiquement sur des appréciations qui sont extrêmement élogieuses en ce qui concerne cette salariée. Les variantes, c'est soit des années où on dit elle dépasse les attentes pour la majorité des items, et le reste, elle est au niveau des attentes. Et alors la question qu'on peut se poser, c'est de se demander comment ça se fait qu'on ait gardé cette salariée pendant 7 ans avant de finalement décider de la licencier pour insuffisance professionnelle, puisque depuis l'origine, elle ne faisait pas l'affaire. Alors, comme on ne se laisse pas démonter de l'autre côté, on vous dit oui, mais c'est comme ça, elle ne faisait pas l'affaire, on a été obligé de la changer de poste. Moi, je m'interroge juste sur un fait, c'est qu'il y a une période d'essai. Elle n'a pas été renouvelée. Même après la tenue de ce poste, alors qu'on considère qu'elle est totalement incompétente, si je comprends bien, on décide de la garder et de la mettre sur un poste qui lui donne un spectre de responsabilité encore plus important. Bon, si c'est pour lui faire passer comme message qu'il y a un problème, je pense que la méthodologie employée qui pose difficulté. Je m'étonne un peu de l'absence de Madame Patomon, qui a saisi la justice, qui demande 70 000 € de dommages et intérêts, et qui est au chômage et à la recherche d'un emploi, mais qui ne juge pas utile manifestement de se présenter devant la justice. Je peux vous répondre, elle est en formation Pôle emploi cette semaine. C'est dommage ouais, mais que ça ne soit pas... Vous avez la réponse. J'ai la réponse, je vous en remercie. Une insuffisance professionnelle, c'est pas un dossier facile. Donc pas facile surtout pour la salariée qui s'entend dire finalement qu'elle travaillait mal, qu'elle faisait mal le travail pour lequel elle avait été embauchée. D'autant plus que par définition, elle n'a pas commis de faute. Une insuffisance professionnelle, c'est quand même une salariée qui est investie, qui est motivée, qui fait des efforts, à qui on ne reproche pas de faute et qui malgré ça n'y arrive pas. C'est assez cruel, c'est un échec. Il y a un entretien annuel dont on ne vous a pas dit un mot.
qui est le dernier entretien annuel, qui est l'entretien annuel d'octobre 2015. Celui-là, il est évidemment pas bon d'entretien annuel, puisqu'elle répond partiellement aux attentes. Pour entretien, répondre partiellement aux attentes, ça veut dire, c'est une façon policée de dire que c'est une catastrophe. Qu'est-ce qui se passe après? Madame Papeman écrit à Madame Rankovic, cette fois-ci directement, pour lui demander de repréciser ce qu'elle doit faire. Elle est chef de groupe. Elle gagne 5 000 € par mois. Elle a 5 ans d'expérience ou 6 ans d'expérience en entretien. Elle commence à demander à sa supérieure hiérarchique « Je voudrais être sûre d'avoir bien compris ce que je dois faire. » On peut imaginer qu'après 25 mails et 3 réunions, il y a une certaine lassitude. Vous avez un entretien annuel qui fait état d'insuffisance et vous la nommez à un autre poste où elle reste 4 ans. Alors, tout à fait, Monsieur le Président. Vous êtes très indulgent à l'entretien. On a une gestion du personnel qui est clémente, qui est attentive, qui est bienveillante. Les primes, tout le monde les a. Des évaluations 1 sur 4, ça n'existe pas. Des licenciements pour motif personnel, c'est extrêmement rare. Donc effectivement, elle a fait preuve d'une extrême bienveillance. Bien, merci beaucoup. Ça continue de me surprendre un peu, c'est le fait que pendant tes années, il n'y ait pas eu plus de mise au point, même pas de remontrance, mais une mise au point, de mise en avant de ces insuffisances. Alors effectivement, est-ce qu'on doit se dire que si on a fait l'erreur de la maintenir en poste 4 ans, bah c'est trop tard. Parce que plus personne ne croira pour l'insuffisance professionnelle. Je vous ai mis au dossier toute la jurisprudence sur l'insuffisance professionnelle pour les salariés. On la connaît, merci. Non, mais pour les salariés qui ont une grande ancienneté, qui ont 10 ans, qui ont 12 ans d'ancienneté. Nous connaissons le monde du travail et de l'entreprise. Quand on a un avocat de la demande et un avocat de la défense qui vient nous parler de ce qu'a fait un salarié, de ce qu'a fait l'employeur, etc., on comprend ce que c'est parce qu'on l'a vécu pendant des années. Les conseillers ont en général un certain nombre d'années d'expérience. Mais jamais un magistrat, comment dirais-je, de robe, n'aura l'expérience que nous avons des échanges qui peuvent se produire dans certaines activités. Voilà, on sait ce que c'est qu'un licenciement pour raison économique, on sait ce que c'est qu'une insuffisance professionnelle, on l'a vécu, on a eu à la traiter. Les magistrats professionnels, ils n'ont jamais mis les pieds dans une entreprise. Ils ne savent pas ce qui se passe dans une entreprise, comment les gens se parlent. Appliquer la loi, c'est bien, mais l'appliquer en toute justice et en équité, c'est autre chose. Pourtant, il y a pas mal de critiques qui sont formulées à l'égard des prud'hommes. Je pense qu'il y a, dans les critiques, il ne faut peut-être pas tout mélanger. Il y a une partie des critiques qui est l'inflation qu'on a connue pendant pas mal d'années des conflits prud'homaux. Et donc, où beaucoup de gens, beaucoup d'employeurs, beaucoup de politiques disaient « ouais, mais maintenant, tout le monde va au prud'homme parce que c'est la... » Alors, sous-entendu, parce que c'est la loterie et on va forcément gagner, etc. Bon. Alors, il y a ce qui est du domaine de la croyance, et puis il y a un constat qui est effectivement qu'il y a eu pendant une époque, alors on est en train de vivre probablement un retour en arrière pour différentes raisons, mais il y a eu une inflation des conflits prud'homaux. Mais ça, c'est pas de la faute des prud'hommes, c'est des relations de travail qui se sont assez dégradées, probablement aussi quand il y a 4-5 millions de personnes qui sont privées d'emploi et qui en cherchent. Il y a un réservoir, si je puis employer cette expression, de travailleurs disponibles, et donc on n'a jamais le bon travailleur, et donc on s'en sépare pour espérer en trouver un meilleur. Il y a surtout l'absence de régulation des conflits à l'intérieur des entreprises, parce qu'il y a une désyndicalisation énorme, parce que c'est pas très bien porté de faire du syndicalisme, et donc tout ce qui ne se résout pas à l'intérieur de l'entreprise va bien à un moment va bien falloir le résoudre à l'extérieur, et c'est là où il y a les prud'hommes. Votre dossier, on a fait une partie syndicale, c'est-à-dire que quand on défend les salariés, on a le droit
de faire ce qu'on appelle une intervention volontaire du syndicat dans une affaire pour demander des dommages et intérêts. Ça sert aussi, si vous voulez, à appuyer votre dossier. Parce qu'effectivement, dans votre cas, la société, pour nous en tout cas, a clairement abusé du recours au CDD sans aucun justificatif. Le syndicat a le droit de représenter les intérêts de la communauté de travail et de dire, à travers vous, c'est l'intérêt collectif qui est menacé. Oui, il est sur la liste des défenseurs syndicaux. Donc vous trouverez, pièce numéro 4, un courrier du 26 avril 2018 de M. Dnojka qui s'adresse à son employeur, qui dit, voilà, j'ai été arrêté par mon médecin et vous m'avez dit que je vous mettais dans la merde, selon les propos tenus par M. Sagnani, ici présent, le chef d'entreprise. Vous m'avez appelé plusieurs fois au téléphone depuis le début de mon arrêt de maladie, jusqu'à ce que je vienne le jeudi 12 avril. Vous m'avez donné un courrier à signer. Ne sachant ni lire ni écrire, je vous ai fait confiance. J'ai signé le document et suis parti. Le 20 avril, j'ai reçu des documents de votre part. Je les ai montrés pour que l'on me dise ce que vous m'aviez écrit. Et là, j'apprends que j'ai démissionné. C'est pourquoi que M. Dnojka s'adresse à son employeur par lettre recommandée le 26 avril, demandant sa réintégration. Bien, merci. Mais, monsieur, on va vous écouter. Quelle est votre version? Moi, quand j'ai un bon employé, je veux toujours le garder. Et il me répond non, je veux partir. Bah écoute, si tu veux partir, la seule solution, c'est que tu démissionnes. Moi, je peux pas. La seule solution que j'ai à ce moment-là, c'est qu'il démissionne. Ce monsieur me dit, et je le sais, il ne sait pas écrire. Donc qu'est-ce que je fais? Moi, je l'aide à écrire sa lettre de démission. À partir du moment où il a signé une lettre de démission, je lui ai rien demandé du tout. Moi, ça me suffit pour pouvoir continuer mon activité et pour pouvoir me dire que je dois le remplacer. Moi, j'ai une question. Vous dites que vous êtes proche de vos salariés. Pourquoi n'avez-vous pas proposé une rupture conventionnelle plutôt qu'une démission? Parce que j'ai pas eu le temps, en fait. Parce qu'il m'a dit, moi, c'est terminé, je veux finir tout de suite. Il m'a pas dit, il faut qu'on trouve une solution pour que je puisse faire une autre activité. Il m'a dit, c'est rompu maintenant, c'est terminé. C'est un plan de carrière d'être conseiller au prud'homme? Alors, votre question est très intéressante. En ce qui me concerne, quand je viens au conseil, je perds de l'argent. Voilà. Je suis chef d'entreprise. Donc, quand je viens au conseil, je ne viens pas pour faire un plan de carrière, puisque ma carrière, elle n'est pas au conseil de prud'homme. Et en tant qu'employeur, vous êtes déjà venu au prud'homme? En tant qu'employeur, je suis venu pas mal de fois au prud'homme en tant qu'employeur, fut un temps, il y a bien longtemps de ça, il y a une vingtaine d'années. J'étais pas employeur, j'étais salarié d'ailleurs, j'étais directeur administratif et financier d'une société où il y avait pas mal de problématiques prud'homales quand je suis arrivé. Et je me suis rendu compte que c'était tellement complexe que je me demandais comment les entreprises arrivaient à s'en sortir. Et de là est venue mon adhésion au conseil de prud'homme, puisque je me suis dit, mais peut-être qu'avec mes compétences, je pourrais apporter un plus. Et c'est comme ça que je me suis présenté. Tout simplement en me disant, mais comment font les entreprises pour comprendre? Puisque souvent, entre guillemets, le droit est un peu antinomique du fonctionnement des relations humaines. Parce que dès qu'on ne respecte pas une procédure, ou certains détails, on arrive rapidement à un contentieux ou à des demandes qui peuvent être faites de la part du salarié. Donc c'est vrai qu'il est très difficile pour le chef d'entreprise de suivre, et pour le salarié également, hein. C'est un droit qui est complexe. On a l'impression qu'on a donné des armes des deux côtés pour qu'ils se canardent. Très bien. Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs du Conseil. Alors, vous êtes en présence d'une salariée dont l'ancienneté est considérable. Elle a été engagée en 1976, qui a connu d'abord une évolution tout à fait régulière. Elle a été
promu guichetière très qualifiée en 1982, agent commercial très qualifié en 1997. Et en 2001, Madame Zan est tombée gravement malade. Elle a été atteinte d'un cancer du sein qui a entraîné un premier arrêt de travail de près de 3 ans. Elle a ensuite repris le travail très brièvement, puis elle a connu une rechute de sa maladie et a à nouveau été arrêtée pendant 3 ans jusqu'à la fin de l'année 2008. Sa progression, elle a été complètement stoppée à compter de sa maladie. Elle estime qu'elle aurait dû atteindre le niveau 10, voire 12. Elle est restée au niveau 6. Vous savez que les salariés malades, les salariés déclarés inaptes, bénéficient d'une protection particulièrement renforcée. Alors, vous verrez qu'elle a subi une véritable mise à l'écart parce qu'au retour de ses arrêts, la direction a fait passer Madame Zan de poste en poste. Pendant 6 mois, elle opère des saisies de livret assurance. Ça ne correspond en rien à son niveau de qualification. On la passe au poste d'assistant activité comptable, qui est qualifié d'inintéressant, y compris par les supérieurs hiérarchiques de Madame Zan. Et encore une fois, on lui dit c'est provisoire, il faut patienter, on va trouver un poste. Et le fait de ne jamais évoluer conduit Madame Zan à estimer que ça ne peut qu'être en lien avec son état de santé. Le médecin du travail indique qu'elle dit qu'on lui reproche encore d'avoir eu un cancer et qu'elle ne veut pas être laissée pour compte. Qu'elle a été évidemment très affectée de subir un tel traitement après une longue carrière. Elle a été traitée avec mépris, c'est le moins qu'on puisse dire. Et c'est la raison pour laquelle elle sollicite la somme de 70 000 €. Cela représente à peu près 24 mois de salaire. Maître, vous en avez fini? J'en ai terminé, Monsieur le Président. Merci, maître. Maître. Dans les dossiers de demande de discrimination, je trouve que on est toujours saisi par la complexité de la chose. C'est-à-dire que il me semble qu'on quitte à un moment donné le domaine du rationnel pour entrer dans le domaine de l'affectif. Alors, je pense même qu'un salarié peut estimer de toute bonne foi qu'il n'a pas eu la progression de carrière qu'il aurait souhaité, qu'il n'a pas eu l'évolution de salaire qu'il aurait aimé connaître. Il peut croire cela de toute bonne foi et il peut penser que c'est à cause de sa pathologie. Mais tout démontre dans ce dossier que c'est exactement le contraire qui s'est produit, c'est-à-dire que l'évolution a été constante, a été positive, à la fois en termes de responsabilité et en termes de rémunération, et que par conséquent la croyance de Madame Zan, selon laquelle elle aurait été discriminée par son employeur, est une fausse croyance. Cette évolution de carrière va s'accompagner d'une augmentation de salaire, et effectivement, sur les 2 dernières années, elle va bénéficier d'une augmentation de plus 175 € par mois. Alors, Madame Zan, dans ses conclusions, elle dit « Oui, mais 175 € par mois par rapport à ma rémunération mensuelle, ça n'est que 6%. » J'ai donc demandé à l'employeur quelle a été l'évolution de salaire des autres salariés sur cette même période. Et la réponse est extrêmement claire. Le salaire annuel moyen a augmenté entre 2014 et 2015 de plus 0,44%. Ce qui m'autorise à vous dire que la salariée a eu une augmentation de salaire supérieure à celle de la moyenne de ses collègues. Je vous demande donc de la débouter de ces demandes. Merci, maître. Si le Conseil a bien compris, c'est pas contester de l'autre côté de la barre qu'il y a une évolution de salaire positive. Madame a une évolution de salaire qui est supérieure à l'évolution moyenne dans l'entreprise. Je vous l'accorde. Cependant, on parle d'une salariée qui est en classification 6, qui demande la classification 10 qu'elle aurait dû avoir si elle n'avait pas été discriminée. Il y a une discrimination de salaire. Une discrimination salariale. Oui. Très bien. Merci, maître. Je vous remercie. Clôture des débats. Prononcé ce soir. Pour ce soir. Prononcé de la date du prononcé. Il y a un conflit entre la logique du conseiller salarié
et la logique du conseiller employeur. Sauf que quand on est en bureau de jugement, on va rendre une décision à 4. Et pour être 4, enfin pour rendre une décision, il faut qu'il y en ait au moins 3 qui soient d'accord. On va essayer de travailler là-dessus avec des gens qui sont autres, qui sont différents, qui sont nos ennemis de classe quand on est au boulot, et qui là deviennent des partenaires à égalité avec nous. C'est-à-dire que là, il n'y a plus de lien de subordination. Quand je suis avec mon DRH, il y a un lien de subordination. Il peut m'écraser la gueule quand il veut. Ici, l'employeur qui est à côté de moi, c'est un collègue, un camarade. Moi, je les appelle mes petits camarades, mais c'est sans connotation politique. J'ai pas de souci. Enfin, je veux dire que par là, c'est quelqu'un avec qui je vais devoir travailler et je vais essayer de le convaincre sur mes arguments d'interprétation. Et lui va essayer de me convaincre sur ses propres arguments. C'est entièrement ce que tu dis. Bien sûr, c'est ça. Et là, c'est un conflit de logique entre nous. C'est plus un conflit de deux classes, c'est un conflit de logique. Il a une logique employeur, j'ai ma logique salarié. Et à partir de nos deux logiques, on va essayer de rendre la justice la moins mauvaise possible. Exactement. Exactement. Je dirais même la meilleure possible. Concrètement, on a une entreprise qui licencie un salarié. Et le salarié considère qu'il a été licencié parce qu'il avait dénoncé un harcèlement moral. Bon. On va considérer, exemple, que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse. Bon, on va voir que l'entreprise est une entreprise de 2 salariés, par exemple. Non mais... Je t'écoute. Et là, il va y avoir un débat. Combien on lui donne À combien on fait droit? Voilà, et c'est un débat parmi d'autres. C'est pas un compromis, c'est un débat, c'est un échange. Là où il peut y avoir compromis, quand même, oui. C'est que effectivement, il n'y a que 2 salariés dans l'entreprise. Mais finalement, c'est une boîte qui tourne bien. Et puis surtout, le salarié, il a 55 ans. Il a un enfant handicapé à charge et il a une femme qui ne travaille pas. Donc, et il a 20 ans de boîte. Donc forcément, moi, je vais te dire, je veux qu'on lui donne 1 an de salaire, par exemple. Toi, employeur, tu vas me dire, ah non, 1 an, c'est trop, la boîte est petite, machin, ils sont que 2, c'est pas la grosse. Je veux dire, non mais justement, bon. Tu m'apportes des éléments sur ces pièces. Ouais. Je t'en apporte d'autres en te démontrant que, par exemple, il n'y a pas de lien de causalité sur le fait qu'il s'est fait licencier son enfant handicapé, mais il y a d'autres liens de causalité qui prouvent le préjudice. Le droit veut qu'on ait des éléments objectifs à l'appui de ce qu'on avance. Et aussi bien employeurs que salariés peuvent avoir raison de manière intellectuelle. Oui. Un salarié peut voler dans la caisse, et c'est parfaitement vrai, etc. Mais il n'y a aucun élément matériel pour le démontrer. Et l'employeur se fera condamner, et inversement. Et c'est ça qui est difficile à expliquer aux justiciables, c'est qu'on s'appuie sur des éléments factuels, on s'appuie sur des règles de droit qui viennent au soutien des éléments factuels, qu'il existe une règle du jeu, que le code de procédure civile sur lequel on ne peut pas faire abstraction, et qu'on n'est pas forcément dans l'humanitaire, l'associatif, c'est-à-dire dans l'aide au prochain. On rend la justice, et la justice, c'est pas forcément la morale. Merci, maître. Monsieur. Depuis le mois de mars, on cherchait un employé qualifié pour pouvoir développer une nouvelle activité. C'était la coloration et la coiffure femme. Jusqu'à présent, on faisait que de la coiffure homme. Donc, du Pôle emploi, on a reçu le CV de M. Maïti, qui s'est présenté en tant que coiffeur diplômé et qui s'est présenté à nous, qu'on a reçu. Ça s'est très bien passé. Et le 3 janvier, où on en arrive, M. Maïti vient me voir et déclare qu'il a des documents administratifs à faire. Et est-ce qu'il peut s'absenter? Je lui dis, ok, pas de problème, il n'y a pas grand monde au salon, il peut venir et revenir. Il ne reviendra plus jamais. Plus jamais. Je l'appelle, bien sûr. Il me dit qu'il veut renégocier son salaire. Et donc, on lui dit, bah, écoute, si tu veux renégocier ton salaire, reviens travailler et on négocie. Mais ne nous mets pas le couteau sous la gorge en nous disant, si tu viens pas... Mais dans l'occurrence, ce qui est passé, il n'est plus jamais revenu travailler. Pourquoi on devrait lui verser un salaire pour cette... Il n'est pas venu sur ce travail.
Il pouvait, à la limite, s'il voulait demander, il venait, il s'asseyait dans le salon, et puis il attendait son salaire. Là, j'aurais pu comprendre qu'il demande un salaire. Mais là, à aucun moment, il n'est pas venu. Vous ne pouvez pas lui accorder un salaire. Enfin, peut-être que vous pouvez, c'est parce que c'est de la technique, c'est du droit, je ne sais pas. Mais dans la vérité, quelle est-elle? La vérité, c'est que le salarié est parti parce qu'on ne lui a pas accordé ce qu'il voulait. Mon salon, bien sûr, puisqu'il n'a pas de salarié, ne fonctionne pas. On est dans une situation très simple. Nous, on était employeurs. On voulait avoir un employé qui travaille. Notre salon vit du travail du salarié. Si le salarié n'est pas là, on n'a pas de chiffre d'affaires. Alors moi, je ne sais pas comment ça se passe. Donc, excusez-moi, c'est un peu d'émotion qui passe. C'est ma première affaire. Comment dire, à ce moment-là, je n'étais même pas le gérant de l'entreprise. Donc il y a plein de choses dont j'ai hérité qui ne sont pas de mon fait. Si vous décidez de quelque chose, eh ben, on assumera, même si je trouve que, je vous assure que ce que je demande, c'est que bien sûr qu'ils soient déboutés de toutes ces demandes parce qu'elles ne sont pas fondées. Est-ce qu'il y a des questions? Vous avez posé des questions? Oui, si j'ai bien compris, vous avez quand même licencié monsieur... On a adressé un courrier. Après la prise d'acte, et la saisine. Pourquoi vous ne l'avez pas fait avant? Je vous avoue, je ne savais pas comment m'organiser. Des personnes qui me disaient il faut prendre un avocat pour toutes ces choses-là. Ça coûte extrêmement cher. J'étais perdu. J'ai essayé de m'enseigner sur Internet. Mais avant ça, on lui a quand même fait un courrier avec accusé de réception pour lui demander de reprendre son poste. À quelle date? Ça, c'était au mois de février. Au mois de février, on lui a demandé. J'ai les accusés de réception. Vous les avez là? Oui, je les ai. Vous les avez vus? Bah non, j'ai rien vu, puisque ça fait la 3e audience et qu'il vient aujourd'hui. La mauvaise foi, à mon avis, est plutôt de ce côté de la barre, monsieur. Je suis Attention, attendez, madame, attendez. Moi, je suis là. Madame est saisie par les déclarations de son client. À quel moment elle peut attester 100%, à 100% qu'il lui a tout dit, qu'il a dit toute la vérité? Voilà. Elle est où la vérité? C'est quoi la vérité? Non, qu'elle défende monsieur sur les pièces qu'elle a, il n'y a pas de problème. Mais qu'elle me taxe de mauvaise foi, je vous laisse juger si je suis de bonne foi ou pas. Mais quand on est chef d'entreprise, on n'a pas vocation à son seul salarié le voir partir. Je vous le dis honnêtement, c'est pas possible. Bon. Je ne sais pas si je peux me retirer, excusez-moi. Tout à fait, oui. Bonne journée. Au revoir. Commerce, bonjour. Bien sûr, vous avez un numéro de dossier? Alors, pour cette affaire-là, il y a eu un débouté. Et débouté société de sa demande reconventionnelle. Ah, c'est un dossier de l'industrie? Alors là, vous êtes au commerce, mais bon, ils ont jumelé avec les activités diverses. Hein. Donnez-moi quand même votre numéro de dossier, je vais voir si je peux vous renseigner. Allez-y. Oui. Alors, c'est quelle affaire? Ouais. Ok, il y a eu un prononcé aujourd'hui. Ok. Vous avez de quoi noter? Donc, on requalifie la prise d'acte de rupture du contrat de travail en licenciement nul et illicite. On condamne la société à verser 11 000 € de dommages et intérêts pour rupture nulle et illicite du contrat de travail. 1 821 € indemnité compensatrice de préavis. Commerce, bonjour. Et je regarde, alors pour l'instant, c'est pas encore notifié. Donc chez nous, malheureusement, il y a une moyenne à peu près de 3 à 6 mois pour avoir la décision. C'est un petit peu long, mais il y a beaucoup de dossiers avant vous. Voilà, le temps que ça soit donc rédigé, relu par les greffiers, signé par le président et envoyé, il faut compter une moyenne à peu près de 3 à 6 mois. Donc ça vous fera à peu près 4 décembre, on va dire vers le mois de juin. Ouais. Bah oui, je suis désolée, mais c'est à peu près les délais. Alors si toutefois, bon, vous voyez votre avocat pour faire un courrier peut-être au président, si vous avez une situation particulière ou une difficulté, vous rencontrez une difficulté effectivement par rapport à... Mais là, je sais bien.
Bah oui, bah ça, il y a eu des renvois, c'est pas forcément la faute du conseil. Effectivement, je vois qu'il y a plusieurs renvois depuis 2015, mais bon, ça peut être des parties qui n'avaient pas fait des diligences, des choses comme ça. Et vous n'avez pas le résultat encore. Donc, il y a eu un débouté de l'ensemble des demandes et condamne aux dépens de l'instance. Alors, débouté, c'est qu'on n'a pas accepté vos chefs de demande. Tout a été refusé, madame. Non, si vous appelez au même numéro, on vous donnera le résultat. Bonne journée, madame. Oui. Voilà. Je connais pas le domaine du travail, CDI, c'est la première fois que je signe un CDI. Et avec cette entreprise, ça va pas du tout. Par exemple, là, j'étais obligée d'aller chez une cliente, je les ai appelés ce matin. J'ai eu un accident à Belleville, en allant chez une cliente. En fait, je suis aide à la personne, voilà, je travaille à domicile. Je suis tombée à Belleville, je les ai appelés pour leur dire que je me suis fait mal à la cheville. Ils m'ont quand même dit d'aller chez la cliente. Je vais chez les personnes, ils n'ont pas voulu de moi. Là, en fait, je sors de chez la cliente, ils m'ont dit oh, non, on ne peut pas vous laisser travailler comme ça. J'ai remarqué dans cette entreprise, par exemple, on me fait des fiches de paye de 1 700 €, alors que c'est pas vrai, sur mon virement, il y a des 500. Quelles irrégularités au niveau des fiches de paye Je compte mes heures, mais on me paye jamais. Par exemple, là, j'ai travaillé 20 jours, on m'a payé que 46 €. On me paye 9 € de l'heure, 9,38 € de l'heure, 20 jours quand même. D'accord. Je sais pas comment ça se passe. Peut-être essayer de persévérer avec l'inspection du travail, justement, parce que comme vous êtes toujours sous contrat, pour leur exposer vos difficultés, et eux, ils peuvent aussi vous donner des conseils par rapport à ça. D'accord. Donc peut-être essayer de voir. Sinon, sur Paris, les personnes qui peuvent vous donner ces renseignements-là, vous avez les avocats au tribunal de grande instance de Paris pour des consultations gratuites du lundi au vendredi sans rendez-vous. D'accord. Quand vous arrivez, dites que c'est un problème de droit du travail, d'accord ? Oui. Comme ça, ils ne vous mettent pas avec un avocat qui est spécialisé en adoption ou divorce, je ne sais pas. Vous avez aussi des consultations juridiques gratuites avec les syndicats à la Bourse du Travail de Paris. D'accord. Pareil, du lundi au vendredi sans rendez-vous. Ça ouvre à 8h du matin, il vaut mieux y être vers 7h30. Oui, j'irai. C'est la première fois. Vous voyez, j'arrive... je suis un petit peu perdue. Donc vous êtes déjà allé à l'inspection du travail et à la Bourse du Travail, c'est ça ? Oui. Alors attendez voir, qu'est-ce qu'ils m'ont donné ? Ça sera l'attestation de témoignage. Ce sera... Jamais eu de problème. En plus, c'était... Moi, je suis à la retraite. Ils m'ont téléphoné, je les ai dépannés. Comme j'ai une très, très, très petite retraite, bon, ben, j'ai travaillé. Je suis allée à Torcy pendant 4 jours. J'ai pris le RER. Je suis restée debout. C'était une foire au vin, au magasin Carcy. Donc, ils me payent 2 jours. Ils me doivent 2 jours. J'ai eu des petites tracasseries quand je me suis séparée de mon époux. C'était pas évident non plus. Parce que j'avais un avocat d'aide juridictionnelle. Et franchement, c'est justice à 2 vitesses. Hein. C'est comme pour la médecine. Hein. Sur le ton de la plaisanterie, on a l'habitude de dire que demander ne coûte rien. Ce qui fait que quelquefois, effectivement, on peut avoir des demandes qui sont... On se demande si le 0 qui est là est une erreur ou si c'est bon, quoi. Parce que là, je suis juste en train de lire qu'il y en a pour pas loin de 200 000 € de demande. Voilà. Mais le barème Macron n'a pas... Alors attention, le barème Macron, il a, mais il prévaut pour l'avenir. Ce qui fait que la loi n'étant pas rétroactive, le barème Macron va s'appliquer pour les licenciements qui sont intervenus postérieurement à l'apparition au bulletin officiel. Donc si vous voulez,
Grosso modo, c'est pour tous les licenciements intervenus à la fin du mois de septembre 2017 et jusqu'à maintenant. Là, je parlais d'une affaire qui date de 2016. Eh ben, il n'y a pas le barème Macron. Ça veut dire qu'il n'y a pas de plafond. Voilà, on peut avoir la tête dans les étoiles. Et en l'occurrence, pour quelqu'un qui a à peine 4 ans d'ancienneté, voilà, et un salaire de 2 600 €, il y a une demande autour de 200 000 €. Mais demander ne coûte rien. Ça n'augure pas de la suite, d'ailleurs. Oui, si ça se trouve, c'est justifié. Si ça se trouve, c'est justifié, absolument. Là, en l'état, si vous voulez, on voit des choses. Bon. Donc elle était employée, comme je vous l'ai dit, en qualité de vendeuse. Et alors qu'elle travaillait jusqu'alors au point chaud, elle a désormais été affectée à la confection des sandwichs, ce qui ne lui posait pas forcément de problème, hein, c'était pas la souci. Fallait qu'elle fasse les sandwichs en respectant un certain ordre, d'abord le poulet, après le thon, après, enfin voilà. Alors que son autre collègue, Madame Morteau, elle n'avait aucun ordre à suivre. Donc on lui a imposé certaines règles, bon, pourquoi pas, sous peine de sanction. Toujours on était en train de lui dire on l'a menacé de rupture de son contrat de travail si elle ne respectait pas les choses. Monsieur lui demandait même de faire des préparations avec des produits périmés. Vous avez des photographies d'étiquettes à mon dossier. De nettoyer des plaintes à l'aide d'un couteau. Là, pour le coup, c'est une tâche dégradante à mon sens. On lui demandait aussi de faire tout ça dans une pièce qui était réglée, où la climatisation était réglée sur 15 degrés. Là aussi, vous avez des photographies. Et surtout, M. Lee a commencé à épier à tout va Madame employeur dans tous ses faits et gestes. Et comme l'atteste sa collègue, il lui disait clairement, à partir de maintenant, je ne vais plus te lâcher et je ne te laisserai rien passer. Donc il a cessé de l'épier en la suivant même jusqu'aux toilettes, en l'humiliant verbalement et en la menaçant, donc, comme je vous l'ai indiqué, de rupture de son contrat. Ma cliente, certes victime de ces faits, n'envisage pas de rompre son contrat, veut continuer à travailler à la charge de famille et ne souhaite pas la rupture de son contrat. Là où, effectivement, nos versions divergent, c'est que, et de nombreux salariés vous l'expliquent, Madame employeur, au fur et à mesure, va refuser les tâches qu'on lui demande de faire, et encore plus celles qui sont prévues par son contrat de travail. Et c'est là qu'effectivement va naître une crispation des relations de travail que Madame va ressentir comme du harcèlement, mais qui résulte tout bonnement et qui retourne du droit fondamental de l'employeur de pouvoir diriger son entreprise comme il l'entend et de pouvoir donner des ordres et des directives qui, si elles ne sont pas respectées, seront sanctionnées. Et vous verrez que ce qui va se passer, c'est qu'à force notamment de ne pas faire son travail, c'est que Madame employeur va agacer ses collègues de travail, et pas que Madame Lee, comme je l'ai entendu. Elle va menacer l'un de ses collègues de travail en lui disant « Fais attention, par le passé, j'ai déjà menacé quelqu'un au couteau. » Alors, avec un couteau. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on a une attestation de l'autre côté de la barre qui vient de lui dire « Non, en fait, c'était pas Madame employeur qui avait menacé, c'était elle qui avait été menacée d'un couteau. » Mais on s'en fiche. En fait, Madame employeur, sur le ton de la menace, elle dit à l'un de ses collègues de travail « Attention, voilà ce qui peut arriver. » Et dans le même temps qu'elle fait ça, elle dit à Madame Lee, je ne sais pas d'où ça sort, « Toi, de toute façon, si tu en es là, c'est parce que tu es stérile. Tu ne peux pas avoir d'enfant. » Elle oublie aussi de mentionner que ce jour-là, Madame employeur lance sur Madame Lee une plaque de cuisson. Vous verrez que c'est à la suite de cela qu'effectivement une procédure disciplinaire a été engagée contre Madame qui donnera lieu à un avertissement. Aujourd'hui, on est dans une situation de blocage. Je me permettrai d'en finir là-dessus. C'est-à-dire que Madame employeur ne peut pas travailler avec Monsieur Lee et elle ne sollicite pas la résiliation judiciaire de son contrat de travail. Et de la même manière, elle refuse. Nous avons tenté de trouver des solutions de sortie. Parce que Monsieur Lee n'a pas plus d'intérêt à travailler avec une salariée qui ne veut plus travailler pour lui que Madame employeur. Elle a intérêt à continuer de travailler avec Monsieur Lee alors que visiblement ça l'affecte. Juste une chose, parce que vous savez que le juge a un rôle de conciliation à tout moment de la procédure, et qu'il est vrai que mon souhait le plus cher, c'est qu'on ne vous revoie pas à nouveau
dans un autre contexte qui serait un autre type de contentieux. Et en même temps, bon, on connaît un petit peu hein, ce type de contexte. Il n'y a pas là une ouverture à essayer avec nous de trouver une solution amiable? J'ai 10 ans d'ancienneté. J'ai montré, on va dire, j'ai voulu dans un premier temps revenir travailler le 3. Je pensais que mon employeur allait s'assagir. Ça s'est passé pire. Donc moi, même si je souhaite vraiment de tout mon cœur reprendre mon travail, et le faire vraiment comme il m'est demandé de le faire, comme j'ai toujours fait. Donc moi, la solution que je veux, effectivement, c'est ça. D'accord. Donc attendez, stop. Je vous ai juste demandé de vous exprimer uniquement sur la possibilité ou pas d'un principe, d'accord, de rupture amiable du contrat. Donc ce que vous êtes en train de dire, c'est que ça n'est pas encore dans la réflexion. Hein, et que vous, aujourd'hui, c'est le maintien du contrat, quoi qu'il en soit. J'ai 3 enfants élevés, je ne peux pas me permettre de... légitimes, hein. Tout à fait. Ce que je veux dire, c'est... Voilà, donc on n'est pas dans le cadre de la proposition que je pouvais faire. Nonobstant les sommes qui pourraient être en jeu, vous n'êtes pas dans cet état d'esprit. D'accord. Bon, bah, les débats sont clos. Hein. On aura essayé, hein, on est bien d'accord. Et alors les conseillers, c'est le président, ils mettent pas assis, président, employeur. Bon bah ça devrait être bon pour nous ça. On verra. Je suis sûr que vous allez réussir à comprendre qu'il faut m'envoyer le papier. Les tribunaux veulent un document. Vous savez, les tribunaux, ils adorent les papiers. Donc il faut le papier avec le tampon. Et après, tout marche bien. Donc, je suis sûr que vous allez réussir à comprendre qu'il faut m'envoyer le papier. Bon, après, je pense que en fait, les mentalités françaises sont pas prêtes à la conciliation. On n'est pas dans un pays, on est un pays latin. C'est-à-dire que même la médiation en France, ça n'existe pas, c'est embryonnaire. On est un pays latin, on aime la castagne. Après, moi, je fais très peu de droit du travail, donc je ne peux pas me prononcer sur les taux de réussite des conciliations. Mais moi, personnellement, je ne veux pas comme Bah, moi, j'en ai fait, si j'en ai fait 5, et ça fait quand même quelques années que j'exerce, c'est le bout du monde. Je pense qu'il y a trop d'affect en France sur le contrat de travail. Oui. Ça c'est pas normal. Sur le barème? Oui. Ouais. Ça c'est pas normal. Mais bon, j'ai d'autres choses à dire là-dessus. Et qu'est-ce qui est pas normal? Vous voulez qu'on en parle tout de suite? Je trouve que quelqu'un qui a 20 ans d'ancienneté ou plus, le minimum de 3 mois, qui commence d'ailleurs à 2 ans d'ancienneté, c'est... Dans mon esprit, c'est pas très juste. Ce qui m'étonne, c'est que la dernière fois quand on s'est rencontrés, vous trouviez que c'était tout à fait normal. Il a évolué. J'ai dit normal? Oui, mais bon, si vous voulez, on en discute entre nous, bien sûr, à chaque audience, surtout ce barème dit Macron, on en parle beaucoup, on en a beaucoup parlé. C'est maintenant qu'on va en parler, parce que c'est maintenant qu'ils arrivent. Donc ça pourrait avoir un barème indicatif. Mais avec un barème qui s'impose à vous, et en plus c'est le seul endroit où vous avez un barème, même par exemple dans l'indemnisation du préjudice corporel, avec des barèmes qui sont faits par les assureurs, le juge reste libre de fixer le barème en fonction de la situation qui lui est présentée. Pourquoi, sur les litiges qui naissent de l'exécution du contrat de travail, il en serait différemment? Voilà. Maintenant, je partage l'avis
de mon collègue, c'est que c'est enlever au juge une capacité d'appréciation de préjudice. Je ne pense pas que ce barème, qui est applicable au Code du travail, les juges de la magistrature civile l'auraient accepté. Eux qui ne supportent pas qu'on touche à leur liberté de juger. Au moment de son départ, il était directeur du pôle management, c'est ça? Directeur général adjoint en charge du pôle management. Directeur général adjoint. Faute grave, contestée. Bon, ben écoutez, il n'y a pas trop d'autres choses à dire. Si, sauf le salaire moyen, vous l'avez calculé comment? 12 mois, 3 mois? Les deux. On est d'accord. On est d'accord. Vous êtes d'accord? Bien. Combien? Je n'ai pas entendu. 8334. Pourquoi la société a décidé de licencier un salarié âgé de 59 ans au moment du licenciement, alors qu'auparavant, j'ai jamais eu d'avertissement, j'ai jamais eu de rappel à l'ordre. Donc voilà, on cherche à se débarrasser de monsieur Béat au moindre coût, c'est une évidence. Et pourquoi? Parce que la société a racheté la société Envir, qui est l'employeur originel de monsieur Béat. Et en fait, c'est une ambiance de travail détestable et les collaborateurs de monsieur Béat, peu à peu, quittent le navire. Le licenciement ne reposant sur rien, faut bien vous raconter une histoire. Donc là, c'est quand même magique, c'est la pièce adverse 34. On dit bien dans les conclusions adverses que c'est monsieur Béat qui a émis cette facture. Cette facture, elle a été envoyée le 22 novembre 2017. Il est sorti le 31 juillet 2017. Donc là, c'est assez intéressant. On vient vous dire, oui, monsieur, c'est pas bien. En avril 2016, vous faisiez 242 € de chiffre. Et puis là, c'est tombé à 110 en 2017. C'est pas bien. Alors oui, monsieur ne conteste pas une baisse de chiffre d'affaires. Ce qu'il vient vous dire, c'est que cette baisse ne lui est pas imputable. Pourquoi elle lui est pas imputable? Je vous l'ai dit tout à l'heure, il a une équipe qui est passée de 6 à 2. Donc forcément, on ne fait pas la même chose quand on est 6 et quand on est 2. Donc on comprend mieux les manœuvres de la société. Et quelle est la situation de monsieur au jour d'aujourd'hui? Il perçoit les allocations Pôle emploi et il tente de développer... Il est toujours au chômage? Bien sûr, parce que vu son âge, impossible de retrouver un emploi salarié, donc il essaye de monter sa propre activité. Il faut rappeler à titre liminaire, donc ce dernier, je l'ai rappelé tout à l'heure, était donc au sein de la société Position directeur général adjoint en charge du pôle management. C'est pour ainsi dire la plus haute responsabilité d'entreprise. Au-dessus, il y a le président, directeur général, mais en termes de salariés, c'est le numéro 1 de l'entreprise. Et force a été de constater que le chiffre d'affaires de ce pôle-là en question a dégringolé. Mais à la limite, c'est pas tellement ça qu'on aurait voulu reprocher et qu'on a reproché à M. Béat, mais c'est plus concrètement le fait qu'il a maquillé cette dégringolade de son chiffre d'affaires en mettant en avant des prestations qui n'ont en réalité jamais été faites, mais aussi qu'il y avait des lignes de facturation qui étaient erronées. Il y a eu 200 000 € de chiffres annoncés qui ont dû être retirés. 200 000 € donc de retirés sur la ligne de facturation, c'est pas neutre pour une entreprise. La société s'est donc trouvée dans l'obligation de procéder au licenciement pour faute grave du collaborateur. Avez-vous des questions? Vous auriez gonflé le prévisionnel de 200 000 €, si j'ai bien compris, qu'on aurait retiré après. Alors, j'ai absolument rien gonflé du tout. Voilà, les 200 000 € dont vous me demandez explication, c'est du prévisionnel. C'est ce qu'on va appeler les propositions qui ont été mises par moi-même et mon équipe. 3 clients, sur les demandes de M. Tiff, sont partis. Et donc, c'est M. Tiff qui m'a dit, tu enlèves ces 3 clients-là, qui représentaient effectivement 200 000 €. Et de 2003 à 2016, quasiment, tout s'était bien passé? Tout s'est bien passé jusqu'au départ, quand on a déménagé, que les tensions ont commencé à voir le jour. Parce qu'on avait un système de management qui était très directif, très descendant, où en fait on pressait les collaborateurs, alors que nous on travaillait sur des approches très collaboratives. Donc on était dans un management toxique, disqualifiant,
et avec une volonté délibérée d'éliminer l'ensemble, quasiment, des équipes seniors au profit d'équipes juniors. Ma dernière collaboratrice est partie au mois de juillet à travers un burn-out et une incapacité à prendre son poste. Bon, d'abord, je pense que vous parlez de burn-out pour vos collaborateurs ou ceux qui sont restés. La médecine du travail a été saisie, bien sûr. Vous-même, vous en avez... Alors moi j'ai fait une erreur, c'est qu'effectivement, j'ai essayé de tenir la barre jusqu'au bout, par loyauté vis-à-vis de mon employeur, par loyauté et aussi par croyance en fait que cette société allait nous aider. Et qu'elle n'allait pas nous décapiter. Donc je n'ai pas fait appel, moi, personnellement, à la médecine du travail. D'accord. Mais je le regrette aujourd'hui. J'étais un peu surpris. Quand on vous met à pied, on vous rappelle après? Oui, alors ça c'est une perversité terrible. Il m'a rappelé pour faire preuve d'indulgence. Oui, vous imaginez, vous êtes une personne, vous êtes viré du jour au lendemain, vous êtes déstabilisé émotionnellement. Vous voyez, je suis un peu ému parce que je suis un peu dans une situation, effectivement, de révolte vis-à-vis de ces situations de patrons voyous. D'accord, bien. Bon, monsieur, vous avez tout à fait le droit de répondre, même, mais c'est vous qui répondez si vous le souhaitez. Oui, je veux bien répondre. Je passe sur les noms d'oiseaux maléfiques, pervers, etc. Je considère qu'en tant que dirigeant, je suis là pour aider mes directeurs. Et donc, je monte des points avec M. Béat. J'essaye de l'aider à bâtir des business plans, mais M. Béat n'en a plus rien à faire. En septembre 2016, j'alerte M. Béat. Je lui dis, écoute, tu faisais 1,2 million de chiffre d'affaires en 2015. En septembre 2016, tu me dis que tu vas faire 650. Or, quand moi, je regarde les chiffres, je ne vois pas comment tu vas réussir, ne serait-ce qu'à atteindre les 650. M. Béat me répond dans un mail d'une manière totalement, non professionnelle, c'est jouable. Donc voilà, donc la machine s'enclenche, et moi, je suis face à un mur. Et on arrive effectivement en 2017, où là, je m'aperçois que le prévisionnel est 2 fois inférieur au prévisionnel de 2016 à la même date. C'est-à-dire que 2015, je suis à 1,2 million. 2016, je dis, si, je vais faire les 650, mais on finit à 550. Et début 2017, je m'aperçois qu'on est encore en train de diviser le chiffre d'affaires par 2. Donc, si vous voulez, moi en tant que dirigeant d'entreprise, je ne peux pas prendre le risque de mettre toute l'entreprise par terre parce que j'ai un directeur général adjoint qui n'en a plus rien à faire de l'activité. Je suis face à cette situation qui devient ingérable. Est-ce que vous avez mis à pied à titre conservatoire, est-ce que vous l'avez rappelé alors qu'il avait été dispensé de travailler? Mais pour quelle raison l'avez-vous rappelé? C'est d'un point de vue purement humain où j'ai considéré que c'était dans l'intérêt de chaque partie d'aller dans cette solution. Bien, les débats sont clos. Merci à vous. Décision par mise à disposition le 31 janvier 2019. Plus personne ne se réclamant du Conseil, l'audience est levée.